Allez, c'est parti pour un nouveau live du Grand Forum du Patrimoine. On va parler d'assurance vie. Jusqu'où ira l'assurance vie luxembourgeoise? Pour en parler, j'ai deux invités. Maxime Berardi. Maxime, bonjour. Bonjour Frédéric. Maxime, vous êtes responsable des partenariats chez Generali Luxembourg et à vos côtés, Maël Toledano. Bonjour Maël. Bonjour. Maël, vous êtes directeur commercial de chez Willins. Vous êtes une maison luxembourgeoise. On reviendra tout à l'heure sur l'un et l'autre. Pour démarrer cette séquence sur l'assurance vie luxembourgeoise, jusqu'où va-t-elle aller? On a une trentaine de minutes. J'aimerais qu'on commence par un petit point, un petit coup de vision dans le rétroviseur 2021. J'imagine que pour l'un et pour l'autre, ça a été une belle année 2021. Maxime. Alors, exactement. Alors, je pense que l'année 2021 a été une très belle année pour l'ensemble des acteurs de l'assurance. Nous, Generali Luxembourg, on est une petite structure. On a fêté nos 10 ans cette année, donc on est relativement jeune. Petite structure, combien de personnes? On est environ 55 actuellement. D'accord. Donc, on est en plein développement. Donc, 2021, ça a été surtout synonyme de recrutement, d'innovation. Et tout ça, pour donner un peu quelques chiffres, on a réalisé notre meilleure collecte cette année pour le marché du Luxembourg. Ouais. Donc, on a porté la collecte à un peu plus d'1,4 milliard. Ah, c'est bien. Voilà, essentiellement sur le marché français, qui reste notre marché cœur, mais également sur différents pays. Generali Luxembourg, petite structure, mais rattachée à un grand groupe. Exactement. On est filiale du coup de Generali Vie, voilà, au sein du grand groupe Generali que vous connaissez. À vos côtés, Maël, bilan 2021, vous aussi une belle année. C'était une belle année pour tout le monde, on a fait une excellente année. 2020, c'était une année extraordinaire, puisque c'était 70% de plus que 2019, et 2021, nous sommes à plus 17%. Donc, ce qui nous amène à 2 milliards de collectes. 2 milliards en 2021. 2 milliards en 2021, donc une très belle année, des encours de presque 16 milliards. Donc, c'est vraiment une belle année, sachant que nous sommes actifs sur 9 marchés. La France reste le marché principal, mais dans tous les marchés, on a bien fonctionné. Donc, c'est ce qui est satisfaisant. Est-ce qu'on peut rappeler Willins, parce que vous n'êtes pas nécessairement toujours très bien connu des acteurs français, vous êtes une maison, vous, purement luxembourgeoise. Nous sommes le seul acteur purement luxembourgeois, détenu par des luxembourgeois et qui n'opère qu'à partir du Luxembourg. Notre actionnariat, c'est le groupe Foyer, qui est le premier employeur à capitaux privés du Luxembourg. Fondé il y a presque 100 ans, on fête les 100 ans cette année, par 3 familles luxembourgeoises qui sont toujours actionnaires à 100%. D'accord. C'est plutôt de la non-vie. Il y a quelque chose, il y a un peu, je ne dirais pas de la boutique, mais entrepreneurial. Exactement. Est-ce qu'on peut rappeler les bénéfices? Pourquoi il y a un tel engouement des investisseurs français pour l'assurance vie luxembourgeoise? Bon, mais sans rentrer dans le détail, il y a le super privilège. Ça rassure. Alors ça rassure, c'est vrai que c'est un bel argument quand on met en avant l'assurance vie luxembourgeoise, mais je pense que ce qu'on met vraiment en avant, c'est tout ce qu'on peut faire dans le contrat. Souplesse. La souplesse, exactement. Nos clients finaux ont relativement changé depuis certaines années. Il y a beaucoup de fortunes maintenant issues de l'entrepreneuriat. Donc il a fallu aussi adapter le modèle de l'assurance avec cette nouvelle typologie de clients. D'accord. Donc avec toujours un peu d'innovation dans les produits, dans les sous-jacents financiers. Maël, même chose. Selon vous, c'est quoi le succès? Le super privilège, c'est en cas de défaut, tous mes actifs sont garantis, il n'y a pas de limite. Ça, c'est quand même important. Par l'État, exactement. Et puis, le fait qu'on a une souplesse de l'enveloppe qui me permet de loger quand même, en termes de classe d'actifs, beaucoup de choses différentes. Il y a 2 gros avantages selon moi, au-delà du super privilège. Premièrement, comme le disait Maxime, c'est la souplesse en termes de sous-jacents. On peut vraiment diversifier son investissement. Donc, on peut aller sur des classes d'actifs qu'on ne connaît pas dans les contrats français. Donc, aussi bien du non-coté que des certificats, des trackers, etc. On peut faire de la multidevise. Ça également, c'est très demandé. Et surtout, je trouve que la mode ces dernières années, c'est également la portabilité du contrat. Le fait qu'on ait la faculté de se délocaliser avec son contrat et qu'il n'y ait pas de risque de novation, on sait adapter son contrat à son futur lieu de résidence. C'est toujours cette notion de souplesse. Je voulais vous positionner l'un par rapport à l'autre. Je voulais dire la petite boutique face au grand groupe, mais vous-même, au Luxembourg, vous avez des équipes qui sont plus nombreuses que celles de Generali Luxembourg et vous appartenez à un grand groupe. Mais j'ai l'impression qu'une des différences, c'est vous restez un groupe entrepreneurial. Oui, on est entre guillemets une petite boutique par rapport au groupe Generali. Mais au Luxembourg, c'est vrai que nous avons quand même une certaine taille. Le groupe Foyer, aujourd'hui, c'est quand même 1500 personnes. Pour le Luxembourg, qui est quand même pas un très grand pays, c'est encore une fois le premier employeur à capitaux privés du pays. Donc Willins, c'est 150 personnes aujourd'hui, sur 9 marchés différents, avec des équipes dédiées sur chacun des marchés natifs des pays. Donc on est quand même un des gros acteurs de l'assurance vie, dans les prestations de services. Maxime, sur Generali Luxembourg, en termes d'autonomie de gestion, alors je ne parle pas de gestion financière, mais en termes de gestion du business, ça se passe comment par rapport aux maisons mères? Alors au quotidien, en fait, c'est assez simple, on est totalement autonome.
C'est-à-dire on peut construire directement nos business plans, nos innovations et nos projets directement depuis Luxembourg. Et l'avantage de faire partie justement d'un gros groupe, c'est qu'on intervient aussi comme plateforme pan-européenne pour tous les clients patrimoniaux du groupe. Donc c'est aussi, on vient chercher l'expertise du Luxembourg, même au sein d'un grand groupe comme Generali, via une plateforme qui s'appelle Generali Luxembourg. Est-ce qu'on peut faire le point? On a rappelé un peu les bénéfices de l'assurance vie luxembourgeoise, les attentes, alors que ce soit les attentes des partenaires CGP, mais aussi des particuliers. Les CGP, pourquoi ils travaillent avec vous? Je parle des CGP français. Alors, moi, ce que je pense, et c'est encore une fois très personnel, je pense qu'on vient surtout chercher chez une compagnie sa faculté de s'adapter à la clientèle finale. Ouais. Donc, il faut être capable de proposer un maximum d'options financières. Ça va du fonds en euros, parce qu'on propose du fonds en euros, à une large gamme d'unités de compte, ETF, voire, comme l'a dit Maël, des supports de nos côtés, du private equity, etc. Donc, je pense que c'est surtout ça qu'on vient chercher, c'est s'adapter à la clientèle finale. Et après aussi, moi, c'est ce que je pense, c'est de l'accompagnement au quotidien. De l'accompagnement, c'est-à-dire... Alors en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est un peu de sortir de notre rôle uniquement de distributeur de contrats d'assurance. On essaie vraiment d'accompagner nos partenaires sur des points bien précis, de l'ingénierie patrimoniale, de la recherche de crédit ou des solutions financières. D'accord. Donc on essaye vraiment d'accompagner nos partenaires sur ces différents points et un peu sortir de notre casquette d'assureur. Quand on a préparé ce live, Maël, vous me disiez, on le voit bien, il y a quelque chose d'important pour nos partenaires CGP, c'est la qualité de service. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui est différenciant, hein. C'est souvent on choisit une compagnie d'assurance pour sa qualité de service dans un premier temps, et une fois que la qualité est au rendez-vous, on fait le tri finalement en fonction d'autres avantages. Et je rejoins tout à fait Maxime. Pourquoi on vient nous chercher aujourd'hui au Luxembourg? Alors nous, c'est vrai qu'il y a une particularité. On est présent depuis le début dans le non-coté. Ouais. Donc on a une grosse équipe. On a 6 personnes qui font ça à plein temps. Donc qui analysent, qui valident et qui font le suivi de ce type de position. C'est une des raisons aujourd'hui pour lesquelles les CGP viennent nous trouver. Une autre raison, je dirais également, c'est notre indépendance vis-à-vis de la France. Donc le fait qu'on soit un pur acteur luxembourgeois. Et pour le coup, on n'a pas de fonds euros. Et ça, je trouve que c'est un gros avantage qui nous est rappelé de plus en plus régulièrement. Faut-il ou pas avoir un fonds en euros? On va laisser cette question ouverte. Non, la qualité de service, ça se mesure quoi? En ouverture en termes de classe d'actifs, en back-office, en réactivité. Il y a des indicateurs objectifs quantifiés. Je vois Maxime qui opine de la tête, qui dit oui. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de qualité de service? Parce que, c'est pas que c'est à la mode, mais tout le monde met un petit peu ça en avant. Moi, ce que j'aimerais, c'est de dire... Est-ce qu'on peut l'objectiver? Ah oui, nous, il y a ce qu'on appelle des KPI en anglais. Donc, c'est le délai de traitement pour un contrat. Donc, entre le moment où on reçoit le contrat, le moment où il est validé par notre équipe compliance, le moment où le compte est ouvert et qu'on donne le feu vert, ce sont ces délais-là, finalement, qui font la différence d'un assureur à l'autre. Donc, vous engagez sur un délai. On s'engage sur un délai. Qui est de ça dépend de la banque choisie, mais en général, nous, pour traiter le dossier avant ouverture de compte, c'est 3 jours. D'accord. Donc, c'est extrêmement rapide. Ensuite, on a un outil qui est extrêmement performant et qui permet au CGP ou même au client final de suivre le workflow, donc l'évolution de l'ouverture de son contrat sur notre outil. Donc, on s'y engage et en plus, il peut le vérifier. Ça, c'est très concret. Ça, c'est vraiment du concret. Maxime, vous dites oui, c'est vrai que cette notion de qualité de service... Alors moi, je suis complètement d'accord avec Maël. C'est vrai qu'on vient surtout chercher une qualité de service parce qu'au final, l'enveloppe juridique du contrat d'assurance, elle est plus ou moins la même chez tout le monde. Ce qu'on vient chercher, c'est ce qu'il y a à côté. Et donc, la qualité de service, en effet, elle se mesure sur le service client, donc la réactivité, la capacité à s'adapter sur des dossiers toujours un peu plus complexes. On a parlé de mobilité, c'est aussi important que le back-office soit capable de gérer différents pays. Et aussi, il y a, comme l'a dit Maël, c'est le digital. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental maintenant. C'est un outil fantastique parce que ça permet d'avoir une meilleure gestion au quotidien des opérations. Et nous, en fait, chez Generali, on a profité de l'année passée pour sortir une nouvelle plateforme digitale qu'on a sortie en janvier, donc c'est tout frais. Donc c'est quelque chose d'assez ergonomique et pratique pour permettre aux partenaires de faire des souscriptions en ligne et d'avoir un vrai workflow. Si je puis me permettre, ça c'est une réflexion qui revient souvent sur les assureurs, concernant les assureurs luxembourgeois. C'est le fait que la demande a énormément grossi ces dernières années. Et il y a un engouement. Il y a un engouement énorme, mais ça a été multiplié par plus de 10. Et donc, ce qu'on voit, c'est la différence entre les différents acteurs.
Là, vous avez deux acteurs qui sont assez connus pour leur qualité de service, mais certains acteurs ont plus souffert de par leur outil de gestion, qui sont souvent dépassés. Ouais. Et donc, ça a demandé beaucoup d'investissements, alors aussi bien humains. Donc, il y a eu un problème de charge sur les outils informatiques. Bah, les outils n'étaient pas dimensionnés pour la charge de pour travail. répondre à la demande. Et c'est vraiment aussi ce qui permet de faire un choix entre les différents acteurs. C'est l'adaptabilité finalement de la compagnie à la charge de travail. Et là, je dois dire que certains sont plus à la traîne que d'autres. Ouais. Des noms. Moi, je ne donnerai pas de nom. Non, pas de nom. Mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle digitalisation, ça semble évident. C'est pas la même chose de traiter des flux de 100 millions et puis en 24 mois, passer de 100 millions à 800 millions ou 1 milliard. Ah, et puis je pense qu'il y a aussi les façons de travailler qui ont changé. On a vu avec le confinement, les confinements successifs, nos partenaires ne sont pas à chaque fois en rendez-vous physique avec leurs clients. Et le fait d'être présent sur le digital, ça permet de leur donner aussi une facilité dans leur gestion au quotidien et dans leur façon d'appréhender la gestion patrimoniale, tout simplement. Est-ce qu'on peut parler des attentes des investisseurs, des particuliers? Parce que je pense que les partenaires CGP connaissent tous, ou assez bien quand même, les bénéfices de l'assurance vie luxembourgeoise. Est-ce que les particuliers sont spontanément demandeurs de ce type de véhicule, ou est-ce que ce sont les partenaires qui leur disent attendez, regardez, on va regarder ça, vous ne connaissez pas encore. Est-ce qu'il y a encore besoin de faire un travail d'évangélisation à destination des particuliers sur l'assurance vie luxembourgeoise? Je dirais que depuis quelques années, c'est plutôt les clients même qui sont demandeurs, qui les clients recherchent eux-mêmes. l'enveloppe luxembourgeoise. Alors, pour différentes raisons. On est plutôt sur une clientèle, comme on dit, un petit peu haut de gamme. Alors, c'est de la clientèle haut de gamme. En l'occurrence, nous, on se positionne que sur la gestion privée, gestion de fortune. Donc, c'est uniquement de la clientèle haut de gamme. Quel est le ticket minimum pour c'est minimum 250 000 euros, mais je crois que le ticket moyen, il est aux alentours de 800 ou 900 000 euros sur la France. Okay. Et donc, c'est vrai que ce type de client-là... est un peu informé. Il est exigeant. Et pourquoi il vient nous trouver? Pour la qualité de service, certes, mais c'est également pour les sous-jacents éligibles dans les contrats. Donc, c'est le non-coté qui est à la mode, pour pas le citer. Et le non-coté, on peut le faire que finalement... un large choix de non-coté est éligible uniquement au Luxembourg. En France, c'est beaucoup plus limité, beaucoup plus restreint. Maxime, même question. Le profil un peu de l'investisseur qui vient sur de l'assurance vie luxembourgeoise, mais elle nous dit c'est a priori plutôt une clientèle entre guillemets haut de gamme. Exactement. En fait, on a la même typologie de clientèle chez Generali. Ce qu'on retrouve également de la part des investisseurs, c'est la recherche de transparence. Et c'est vrai que le Luxembourg, historiquement, est assez bon là-dessus. Pourquoi? Parce que comme il y a souvent différents intervenants qui opèrent sur le contrat, donc le courtier, l'assureur, la banque et le gérant par exemple, on a toujours été très transparent sur les différentes couches de frais. D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous est demandé, et à Luxembourg, c'est toujours plus simple que sur les contrats français. Oui, c'est vrai que en France, il y a le ministre de l'économie qui récemment a dit qu'il va falloir être transparent sur les frais. On se dit ce qu'on entend, c'est que sur une juridiction comme le Luxembourg, alors c'est pas forcément réglementaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment le fait qu'il y ait souvent différents intervenants. Voilà, c'est la culture de présenter chacun la tarification de chaque acteur. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est souvent apprécié. D'accord. La qualité de service, c'est important. On a vu que c'était des choses qui pouvaient se mesurer. C'est très concret. J'aimerais qu'on parle un peu marché et environnement. Alors, je ne sais pas si l'un et l'autre vous faites de la macro, mais là, on est encore en début 2022. Ce qui semble assuré, c'est qu'il y a quand même un peu de volatilité sur les marchés actions. Et puis, l'inflation est revenue, même si la BCE, pour le moment, peine à le reconnaître. Aux États-Unis, c'est acté. Qui dit inflation dit quand même environnement un peu perturbé pour les investisseurs, non? Ouais, tout à fait. Là, c'était prévu. Franchement, puis on savait que cette année, ça allait être plus volatile. Là, c'est particulier. Cette année, on a quand même des phénomènes exogènes qui sont importants. La Russie avec l'Ukraine, l'inflation, les taux américains, même les bonnes nouvelles se transforment en mauvaises nouvelles. Le plein emploi aux États-Unis, ça fait peur à tout le monde. Du coup, c'est vrai que je discutais avec des économistes encore ce matin qui anticipent tous que ça va se normaliser dans l'année et ça va repartir. Alors, se normaliser au niveau des marchés financiers, c'est-à-dire que là, il y a un peu de volatilité et puis on va se calmer, on va revenir sur plus de sérénité, c'est ça? Disons que les fondamentaux sont bons. Apparemment, les entreprises européennes sont très bien valorisées, donc il n'y a pas de raison que ça dévisse. Les États-Unis, c'était peut-être un peu survalorisé, mais en Europe, peut-être un peu cher. Voilà, c'était peut-être un peu cher, là, c'est très sain.
Non, mais c'est vrai. Maxime. Et puis c'est vrai que ce qu'on nous dit également, c'est parce que comme on commercialise du fonds en euros, bah forcément le fonds en euros est assez. Bah oui. Voilà. Donc en fait, le contrat qu'on connaissait il y a quelques années, monosupport investi exclusivement en fonds en euros, ben ça clairement ça n'existe plus. Hein. Donc le fonds en euros n'est plus le roi ni la colonne vertébrale du contrat d'assurance. Et c'est là tout l'avantage du Luxembourg, c'est qu'on a vraiment un vrai contrat multi-support, que ce soit sur de la gestion libre avec un univers très riche pour aller chercher du rendement, ou du fonds interne dédié, du FAS pour aller chercher du non-côté, etc. Maxime, comme Maël, vous pensez qu'on va avoir une normalisation sur les marchés actions, là que c'est un peu volatile et puis ça va... Exactement. Et puis nous, ce qu'on nous demande aussi très souvent, c'est d'avoir des actifs qui sont vraiment décorrélés des marchés. D'accord. Donc on est souvent à la recherche de cette classe d'actifs. Oui. Et donc c'est vrai que chez Generali, on essaye vraiment de proposer des supports intéressants pour sortir des fonds traditionnels. Est-ce qu'on pourrait revenir quand même sur l'inflation? Parce que je crois que c'est vous, Maël, vous n'avez pas trop répondu sur l'inflation. Vous me dites, bah oui, effectivement, quand on a du fonds en euros, l'inflation, c'est un sujet, parce que quand les taux remontent, le papier, la valeur du papier et de l'obligation baisse, quoi. C'est mécanique. C'est un peu déstabilisant s'il y a de l'inflation, non? Alors ça fait peur au marché, mais je dirais qu'il faut en profiter. Il y a pas mal de sous-jacents qui profitent de l'inflation. Alors la mode, c'est vrai que ces 2 dernières années, c'est beaucoup d'immobilier papier. Donc, alors à la luxembourgeoise, hein, ce sont des fonds d'investissement spécialisés, des RAIF, de l'obligation privée. D'accord. C'est vrai que quand il y a de l'inflation, c'est toujours bon pour l'immobilier. C'est quand même décorrélé plus ou moins des marchés. Hein. L'immobilier, c'est quand même assez rassurant. Et donc, on a eu une forte demande ces 2 dernières années. Donc, on en profite également. Donc là, on voit bien que vous préférez voir l'opportunité que la menace sur le fait qu'il y ait de l'inflation. Mais vous me faites un peu une transition sur un des thèmes que je me pose. C'est quoi un peu l'un et l'autre votre tiercé gagnant, votre tiercé perdant? Alors peut-être pas tiercé perdant, mais votre tiercé gagnant, c'est selon vous, quelles sont les classes d'actifs à privilégier là sur ce début 2022, et puis 2 ou 3 classes d'actifs qui vous semblent. On a déjà un peu, Maël, une réponse. Vous parlez beaucoup de private equity, et puis en contrepoint, les classes d'actifs dont vous dites, bah c'est bien, mais c'est pas prioritaire. Qui se lance sur l'exercice? Le tiercé gagnant. Alors chez nous, c'est vraiment l'a dit. Hein, alors déjà, pourquoi il y a beaucoup d'intérêt vers la classe d'actifs du non-côté, c'est aussi la clientèle qui est de plus en plus jeune. Qui va chercher aussi des choses un peu plus innovantes. Donc c'est vrai que nous, on a référencé vraiment un certain nombre de fonds non cotés. Et l'avantage chez Generali, c'est qu'on est également société de gestion. Et donc, on a décidé d'accompagner encore nos partenaires sur cette classe d'actifs en créant 2 fonds réservés en fait à nos partenaires. Donc l'un sur du private equity au niveau mondial et l'autre sur le thème de l'infrastructure durable. Donc c'est 2 thématiques qui reviennent quand même assez régulièrement. Et il y a un avantage de ces 2 fonds qui n'est pas neutre, c'est qu'on assure la liquidité. Donc ça n'existe nulle part ailleurs. Donc c'est vrai. Donc c'est vous, en tant qu'assureur, qui assurez la liquidité, parce que le non-côté, c'est séduisant, c'est par essence moins volatile, puisque c'est pas valorisé tous les jours, sauf qu'on risque d'être un peu scotché avec Exactement. le papier. Alors ça reste une classe d'actifs qui a un horizon de placement moyen et long terme, mais en cas de changement dans la stratégie patrimoniale des clients, on a la possibilité de sortir sans pénalité. D'accord. Et encore une fois, si on prend l'exemple de l'infrastructure, c'est des classes d'actifs qui sont essentiellement utilisées à niveau institutionnel. D'accord. Donc c'est vrai que l'avantage de Generali, c'est de Donc c'est vous, répondre à en la tant demande. qu'assureur, qui assurez la liquidité, donc c'est vous qui portez le risque. Exactement. C'est la vocation d'un assureur. Exactement. En fait, voilà, le fonds en euros aujourd'hui, comme je l'ai dit, n'est plus la colonne vertébrale. Ça reste un support très intéressant parce qu'il apporte de la stabilité. Il devient de plus en plus rare parce que c'est un support de qualité. Donc, il faut qu'en tant qu'assureur, on propose des choses un peu innovantes et diversifiées. Okay. Et c'est vrai que sur les thématiques de nos côtés, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, j'ai l'impression, côté Generali Luxembourg, le cheval de tête, c'est clairement le non-côté. Le private equity. C'est le non-côté et puis... Infrastructure. Et puis aussi, on a une cellule dédiée qui s'appelle Generali Wealth Solutions, qui est dédiée à l'accompagnement de nos partenaires. Donc ça, c'est une cellule qui va accompagner nos partenaires dans la recherche de solutions dédiées ou collectives, de construction de portefeuilles sur mesure, ou de conseils en allocation en produits structurés, ou même dans l'extrême, en fait, aller rechercher d'autres maisons de gestion qui sont capables de répondre aux critères du client. Donc là, c'est en architecture ouverte. Exactement. Maël Toledano a répondu à cette question. Tout à l'heure, je crois que je ne voulais pas poser, ou en tous les cas, je n'ai pas entendu la réponse. On est sur un produit haut de gamme, sur un produit qui adresse une clientèle, entre
entre guillemets haut de gamme. Exactement. Le ticket d'entrée chez vous? Alors c'est pareil, c'est 250 000 euros, D'accord. même si encore une fois le contrat moyen chez nous est également entre 800 000 et 900 000 D'accord. sur le marché français. Donc c'est vrai que c'est un produit qui s'adresse à une clientèle patrimoniale, haut de gamme. Et c'est tout l'intérêt du Luxembourg, c'est d'aller chercher vraiment des typologies de sous-jacents qui ne sont pas éligibles sur des contrats français, ce qui explique notamment le ticket qui est souvent plus élevé que la France. C'est clair. Maël Toledano, même question, votre tiercé gagnant. Alors, vous avez spontanément beaucoup parlé de private equity. Beaucoup d'actions également, hein. Le marché actions était un marché très porteur ces dernières années. Donc Oui, c'est vraiment pas parce que ça a été porteur les dernières années, il y a des moments ça respire et puis ça peut respirer 1 année, 2 ans, 3 ans. On y croit encore pour 2022. Alors D'accord. avec de la volatilité bien évidemment. D'accord. Ça dépend de la typologie de client. Si vous voulez zéro risque ou plutôt Oui. une décorrélation complète, je dirais plutôt du non-côté, il y a du risque mais c'est décorrélé. Le marché action, c'est un marché également porteur. Alors contrairement, je dirais, ce qui peut nous différencier, on a beaucoup de points communs, mais ce qui peut nous différencier, c'est qu'on n'a pas de fonds, on veut surtout pas faire de promotion en interne. Donc nous, c'est de la pure architecture D'accord. ouverte, nous sommes un pur assureur. Donc on a 350 partenaires sociétés de gestion et 177 banques partenaires. Et donc voilà, faut piocher dans ce vivier de partenaires, mais on fera pas de promotion. Je dirais que donc dans l'ordre, tiercé gagnant, mon côté action et produits structurés, on en voit beaucoup passer. Parce que comme les marchés sont volatiles, on se couvre à la baisse et du coup il y a de belles opportunités. Et je dirais que si je dois répondre à tiercé perdant, vous m'aviez demandé. Alors perdant, on passe au tiercé. Alors perdant, c'est pas flatteur, mais les classes d'actifs dont vous dites c'est pas urgent d'y aller. Je dirais que le marché obligataire c'est compliqué. Rien de nouveau, c'est compliqué depuis quelques années. Là, ça va devenir de plus en plus. C'était déjà très compliqué. Je pense pas que ça va s'améliorer dans les 2-3 années à venir. Peut-être certaines opportunités, mais pas plus que ça, à mon avis. Donc, je miserai pas sur le marché obligataire. D'accord, clair. Maxime, tiercé perdant ou même remarque, là on est dans un environnement qui défavorise forcément le marché obligataire. Et je dirais qu'aussi on a ressenti de la part des clients finaux un intérêt de plus en plus fort sur la thématique ESG, ISR. Et donc c'est vrai que le fait de ne pas avoir de billets responsables, etc., peut, sur certains fonds, amener à une collecte un peu moins importante. D'accord. On a vu vraiment un certain intérêt de la part de nos clients sur cette thématique. Donc le fait d'être présent avec un label peut être aussi, je pense, pour les fonds, intéressant d'un point de vue commercial. D'accord. Ok, merci d'avoir répondu à cette question tiercé gagnant, tiercé perdant. On est en début d'année, en début d'exercice 2022. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous anticipez? Ça va être quoi votre actualité 2022 et puis aussi à moyen terme Il y a une grosse échéance déjà, il y a des élections présidentielles. Ouais. Il y en a une en France, il y en a une en Suède aussi, il y a une élection importante en Suède. Donc sur ces deux marchés, on va avoir quand même des... Sur la France, ça va. Je pense que là, on est pour le moment calme au niveau fiscalité avant élection présidentielle. Justement, je fais partie de ceux qui pensent que après élection présidentielle, quel que soit le vainqueur, la fiscalité va retrouver un peu, va redevenir un peu débridée. Vous n'êtes pas inquiet, Maël? Disons que en ce qui nous concerne... Suède, ça m'intéresse un peu moins, mais sur le marché français. Je voulais le caser, c'est pour ça. Mais en ce qui nous concerne, je dirais que c'est plutôt les droits de succession qui sont d'actualité. On en parle beaucoup. Donc tous les candidats confondus, ça revient sur le devant. Je dirais que c'est plutôt les successions. Ça rapporte pas beaucoup d'argent, les droits de succession. Oui, néanmoins, c'est un symbole fort. C'est psychologique. C'est psychologique. Je dirais que c'est plutôt les plus petites successions en ligne indirecte qui vont être modifiées, qui vont être impactées dans le bon sens vraisemblablement. Les successions en ligne directe ou via assurance vie, aucun candidat n'en a parlé frontalement. Et la fiscalité sur le contrat d'assurance, elle a été réformée il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, sous le mandat Macron à son arrivée. Donc vraisemblablement, ça ne devrait pas être modifié. Donc vous n'êtes pas partie du camp de ceux qui disent là c'est un peu la fête en ce moment, mais après les élections présidentielles, on va refermer les robinets et ça va être la schlag. Bon, a priori, vous êtes sûr? Non, je pense que j'en sais rien déjà, je ne peux pas vous le garantir, mais en tout cas, de ce qu'on entend et de ce qu'on voit et de ce qu'on lit, vraisemblablement, il ne devrait pas y avoir de bouleversement en matière de fiscalité assurantielle. Maxime, sur la fiscalité française, même remarque. La Suède, ce serait une là, autre pour le coup, j'ai pas d'expertise, mais sur la France, en tout cas, c'est vrai que même interprétation, je pense pas qu'il y aura de grosses réformes. D'accord. L'assurance vie, même s'il y aura des réformes, je pense que ça sera minime parce que l'assurance vie est un produit vraiment phare en France. Et j'ai un peu, je pense pas qu'il sera réformé à 100%. On s'attend peut-être à des petites modifications, mais je pense pas que ce soit à la marge. Voilà, exactement. D'accord. Donc vous voyez pas de gros nuages qui arrivent au-dessus
de l'assurance vie en général et puis de l'épargnant. Il a raison, hein, Maxime, hein, c'est difficilement touchable. L'assurance vie, c'est plus de 1800 milliards d'encours, 85% des Français ont un contrat assurance vie, donc c'est difficilement modifiable, ça a un impact sociétal. Une fois que les gens ont voté, hein, c'est pas la première fois qu'on agace un peu les gens, même s'ils sont nombreux. Hein. Ouais, mais nous sommes en France, les gens se laissent pas faire. Ils sont de toute façon pas contents, c'est voilà, ça. Exactement. De base. Au-delà de la conjoncture, sur vos maisons, et ça serait un peu... On arrive sur la dernière ligne droite de ce live, il nous reste 4-5 minutes, sur vos maisons, l'actualité de vos maisons, Generali Luxembourg, Willings, en 2022-2023, c'est quoi vos développements stratégiques là, qu'il y a dans le pipe? Alors, nous concernant, c'est, comme on l'a rappelé avant, un gros plan de transformation digitale. Donc, ça va rester quand même un thème très fort pour nous. Pendant toute l'année 2022, on va sortir des nouveautés. Donc ça au niveau outils de production. Exactement, outils de production, facilitateur de business pour nos partenaires et un environnement qui soit toujours plus ergonomique et plus pratique pour nos partenaires. Donc ça, le digital, on va pas y échapper. Comme je l'ai rappelé, on est une structure assez jeune, parce qu'on fait nos 10 ans, donc on est toujours sur un plan de recrutement. Donc on va donc on peut vous envoyer les CV, ça c'est un message. Faut pas hésiter. Pour les jeunes qui sortent de l'école de commerce. Faut pas hésiter. Exactement, faut pas hésiter et notamment sur la partie qualité de service, on en parle beaucoup et c'est quelque chose sur lequel on est très attentif. Donc on continue de regarder un peu comment on peut se développer là-dessus. Et développement, enfin pour finir, c'est notre couverture marché. Parce qu'on a sorti il y a quelques temps maintenant, quelques semaines, un nouveau produit pour couvrir le marché espagnol. Toujours pour élargir le spectre. Parce que comme on est beaucoup plus jeune que Willings, on couvre beaucoup moins de pays. Donc l'intérêt, c'est aussi de il y a couvrir... encore à construire. Exactement. On a le marché cœur qui est la France, mais on s'intéresse aux satellites qui sont un peu autour. Maxime Berardi, si je me souviens bien, je crois que vous aviez dit 2021, collecte 1 milliard, c'est à peu près ça? 1,4 milliard, exactement. Bon, 1,4 milliard. On vous a, c'est quoi votre objectif 2022? Alors la tendance... La chefferie là-haut, elle vous dit quoi? La tendance, c'est de faire un peu, aux alentours de 1,2 milliard. Pour la nouvelle année. Donc on vous met pas trop la pression, ça va. Alors il y a eu une très forte progression sur les indépendants l'année passée. Je pense qu'il y a eu aussi un décalage des dossiers à cause du Covid. Donc un petit effet rattrapage. Exactement. Comme l'a dit Maël, l'année 2021 était une excellente année pour tout le monde. Je pense que vraiment l'année 2022, ça va être un autre débat. Et donc voilà. Maël, même question, 2022, qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? C'est quoi vos ambitions, vos objectifs? Alors plein de bonnes choses en 2022, donc le digital bien évidemment, on a un peu plus d'avance, on a lancé notre offre en avril, on va couvrir tous nos marchés, l'objectif c'est de pouvoir tout faire en digital, et puis nous, une petite note particulière, 2022 on va fêter les 30 ans de Willings, et on va fêter les 100 ans du groupe Foyer. D'accord. Donc, espérons qu'on pourra fêter ça dignement et qu'on sera sorti de tout ça. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de faire encore une belle année avec beaucoup de développement et pourquoi pas développer quelques nouveaux marchés. Donc, l'anniversaire d'une jeune fille et celui d'une vieille dame, ou d'une grande dame. Comme ça. Ok. Merci Maël, merci Maxime d'avoir été avec nous, merci de nous avoir donné votre analyse du marché de l'assurance vie luxembourgeoise. Et on se revoit très bientôt. Merci. Merci. Merci.